Au tout début, je voulais être astronaute. Effectivement, je peux pas être, je ne suis pas astronaute, donc je n'ai pas le corps dans les étoiles, mais il y a un vieux proverbe monastique qui dit que bâtit bien celui qui bâtit au-dessus des étoiles. Donc, bienvenue au domaine de Vilaine. Je suis Pierre de Benoît, le vigneron du domaine de Vilaine. Je suis arrivé moi-même en l'an 2000, après que mon oncle et mon grand-père, en 1999, m'aient demandé de venir m'occuper de ce domaine, puisque mon oncle et ma tante n'avaient pas d'enfants, et que moi-même je suis fils de vigneron à Sancerre, que je faisais mes études de droit à Paris, mais que à chaque fois que je voyais mon oncle et ma tante au domaine à Vaune-Romanée, eh bien, on avait tendance à souvent discuter du terroir, des vins, et on avait toujours un peu le même état d'esprit. Voilà. Et donc l'idée est née comme ça. Mon oncle m'a parlé de ce domaine. Au départ, je n'étais pas vraiment convaincu, mais mes études parisiennes me plaisaient beaucoup. Je faisais des études de droit, je voulais être commissaire de police au départ. Mais alors, en faisant mon droit, j'ai gardé un contact avec le vin, puisque je fais tout mon droit à Paris. Puis après, je suis parti faire un DESS, un troisième cycle à Suze-la-Rousse, qui dépendait d'Aix-en-Provence, de l'université d'Aix-en-Provence, pour faire un troisième cycle, droit de la vigne et du vin. Voilà. Donc j'ai toujours gardé un contact avec le vin, vous voyez. Étant fils de vigneron à Sancerre, c'était important pour moi de garder le contact. Et je suis venu un week-end à l'invitation de Claubert et Pampamella, un week-end au domaine de Vilaine pour voir le domaine, déguster les vins sur le millésime 1999. Et donc j'ai goûté les vins sur fût, sur foudre, et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie aventure. Mais une vraie aventure démarrée en 1971 par Claubert et Pampamella, et que je pouvais peut-être continuer par moi-même ensuite. Voilà. Et donc j'ai dit oui. J'ai dit oui en octobre. J'ai dit oui. Je suis arrivé juste après la vendange 2000, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait un quart de siècle que je suis au domaine et que je suis les destinées de ce domaine. Et je dois dire que quand je suis venu déguster ici, ce n'est pas tant les propos de mon oncle qui m'ont convaincu de venir, c'est la dégustation des vins qui m'ont convaincu qu'il y avait vraiment quelque chose à continuer, à faire au domaine de Vilaine, et en particulier avec le cépage aligoté évidemment. Parce que le lien que j'avais avec ce vin, c'est le cépage Sauvignon à Sancerre, puisque fils de vigneron à Sancerre, mon frère est vigneron à Sancerre, mes parents l'étaient à l'époque, eh bien l'aligoté, le Sauvignon, le Riesling, le Chenin, le Savagnin sont des cépages qui font partie de la même famille aromatique. Et à partir de là, quand j'ai commencé à goûter sur fût et sur foudre les aligotés ici pour goûter les bouserons en 1999, c'était juste avant la fermentation malolactique, et les bouserons d'ici avaient étrangement et un lien très très fort avec le Sancerre de mes parents, le goût, au niveau du goût. Et donc j'avais l'impression d'être à la maison un petit peu. J'étais dans un terrain que j'avais l'impression de connaître un petit peu, et c'est certainement le bouseron qui m'a réellement convaincu de venir à Bouzeron, encore plus que les autres vins, encore plus. Pour moi, la ligotée a été un vrai marqueur pour démarrer mon travail ici et comprendre, et même à travers le cépage à ligoter, exprimer les terroirs de l'aire d'appellation Bouzeron. Et quand je suis arrivé, le domaine avait à peu près 8 hectares, 8 hectares, et j'ai fait tout le tour des vignes. Je travaillais beaucoup pour comprendre les vignes. Je travaillais beaucoup avec l'équipe, puisque l'équipe du domaine, c'était des anciens, donc il fallait se faire accepter par les anciens. Bon, j'ai beaucoup travaillé avec eux, avec cette équipe qui m'a beaucoup appris. J'ai l'esprit bourguignon, c'est important, ce feeling bourguignon, ce bon sens du paysan bourguignon était important à comprendre et à peut-être à assimiler également un petit peu. Et je me suis rendu compte qu'au domaine de Vilaine, on avait à peu près 17 parcelles d'aligotées différentes, que la moyenne d'âge était d'environ 65 ans et que la plus vieille des vignes du domaine de Vilaine en aligoté, eh bien, elle a 115 ans. Et grâce à cette très très vieille vigne d'aligoté, eh bien, je me suis lancé en 2011 dans la création d'un conservatoire du cépage aligoté avec l'aide de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire pour faire deux choses. La première, c'est aller à la recherche de l'aligoté d'antan, de l'aligoté qui avait été sélectionné par les anciens avant le phylloxéra
pour être adapté au terroir de Bouzerons. Et la deuxième chose, c'est comment faire pour pouvoir le multiplier et continuer à l'utiliser par le biais de ce conservatoire. C'est le même, la seule différence, c'est que l'aligoté d'aujourd'hui, il est porte-greffé, il y a un porte-greffe. Alors qu'avant le phylloxéra, c'était franc de pied. Donc ma mission première a été de travailler sur l'histoire de l'aligoté pour le mettre en valeur, le cultiver dans de bonnes conditions et surtout avoir une origine végétale comme étant la plus saine possible. Oncle Aubert a énormément travaillé sur l'histoire de l'appellation Bouzeron, puisque c'est lui qui, lorsqu'il est arrivé avec Tante Pamela en 1971-1972, ont découvert que l'aligoté avait une place tout à fait à part à Bouzeron, liée au terroir. Donc Oncle Aubert a fait un gros travail là-dessus, a créé un petit groupe de travail avec les vignerons de Bouzeron pour aller chercher cette reconnaissance en appellation village qui a été obtenue en 1997. Et moi, suite au travail d'Oncle Aubert, eh bien, quand je suis arrivé ici en 2000, j'ai fait un gros travail sur les cépages. Donc, Oncle Aubert, le terroir, moi-même, le cépage. Je pense que le conservatoire du cépage aligoté en Bourgogne a été le premier, en Bourgogne, a été le premier conservatoire indépendant, propre à un domaine, que j'ai élargi ensuite au syndicat de Bouzeron pour faire concerner les vignerons de Bouzeron. Voilà. C'est important que l'ensemble des vignerons de Bouzeron souhaitent aient le même état d'esprit. Moi, je me considère que j'ai trois métiers. Mon premier métier, c'est d'être vigneron, de transformer la matière, matière raisin en vin. Mon deuxième métier, c'est d'être un tueur de fruits. Il faut tuer le fruit pour pouvoir le transformer et générer la mémoire du fruit. Et à travers la mémoire, on peut transporter, c'est mon troisième métier, c'est de réveiller et d'être un chercheur d'eau, d'aller chercher la mémoire de l'eau qui est dans les terroirs. Et cette mémoire de l'eau, elle rappelle que les terroirs de Bourgogne, il y a 2000 ans, avant 2000 ans, c'était des fonds marins. Et ces fonds marins, par le travail de l'homme, par obstination humaine, sont devenus des terroirs. Donc vigneron, tueur de fruits, chercheur d'eau. Le cœur du domaine de Vilaine, c'est quand même le Bouzeron, le cépage aligoté, autour duquel on a effectué un gros travail de compréhension au niveau culturel, au niveau de la vigne, puisqu'on a remis en place une vieille taille qui existait à Bouzeron, que j'avais déjà sur une vieille vigne de Bouzeron, qui s'appelle la taille dite en gobelet, que j'ai étendue sur le chardonnay et le pinot noir. Et on travaille pas mal maintenant avec une société italienne qui s'appelle Simoni & Search pour essayer de travailler, c'est modifier l'état d'esprit de la taille, pas modifier le geste de taille, mais modifier l'état d'esprit où l'idée, eh bien, c'est comment fait-on pour tailler des pieds de vigne tout en améliorant leur durée de vie. Et l'idée, c'était on ne taille que les bois fructifères d'1, 2 ou 3 ans, grand maximum, et on ne touche plus au tronc. Au moment de la création des sécateurs électriques, on avait tendance à créer des gros plaies de taille sur les troncs, etc. Et ces plaies de taille avaient tendance à faire rentrer la maladie dans les pieds. Et le fait de ne plus toucher au tronc par des plaies de taille intempestifs permettait de préserver le tronc et donc la pérennité du pied de vigne et de ne tailler que les fruits, que les bois fructifères pour pouvoir rendre le pied fructifère chaque année tout en préservant le tronc qui lui permet au pied de durer dans le temps. Voilà. Moi, l'idée, c'est de planter des vignes que mes petits-enfants ou mes enfants n'auront pas besoin d'arracher. Voyez. Et ça, donc, la Ligotée nous a beaucoup appris là-dessus, puisqu'on a également du chardonnay et du pinot noir au domaine. Et c'est vrai que quand on récupère des vignes par du fermage ou du métayage ou même de l'achat de vignes, eh bien, la première chose qu'on fait, c'est de regarder l'état des vignes. Et les vignes qu'on a récupérées, pour une partie, étaient en très bon état et pour d'autres parties en moins bon état. Donc il a fallu faire un gros travail de remise à niveau pour donner une direction aux vignes, pour donner une énergie, une nouvelle énergie. Une vigne, vous la passez d'une culture conventionnelle à une culture biologique et des méthodes biodynamiques, eh bien, vos pieds de vigne sont tous chamboulés. Ce n'est pas du tout la même philosophie, puisque en culture conventionnelle, souvent, vous apportez de la nourriture par le ciel que vous donnez à la vigne, comme ça. Alors que culture bio et méthode biodynamique, ça vient du sol. C'est à la vigne de trouver sa nourriture, c'est à la vigne de trouver son enracinement et son implantation. C'est pas artificiel, vous voyez. Et il y a un gros travail du pied de vigne. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un vrai échange entre l'homme, l'énergie humaine, l'énergie végétale, le pied de vigne qui doit aller puiser et elle-même chercher
dans son enracinement la nourriture et l'eau dont elle a besoin pour se nourrir et s'abreuver. Et enfin le minéral qui doit trouver et accepter cette cohabitation avec le végétal. Donc tout ça, c'est à l'homme de la mettre en œuvre, voyez, et de comprendre par l'observation et par le bon sens paysan comment ça peut fonctionner sans trop intervenir. Et donc nous, on a eu, encore une fois, on a eu une chance inouïe puisque les vignes qu'on a récupérées à Rully, eh bien, ne sont que des premiers crus. Et je pense qu'on est le seul domaine à Rully actuellement, en propriété, donc sans achat de raisin, capable de proposer parmi les 6 meilleurs premiers crus blancs de Rully, du sud au nord de l'appellation. Vous avez la carte de l'appellation Rully. Et donc tout ce qui est marron, ce sont les 6 premiers crus blancs de Rully. Et tout ce qui est rouge, les 2 rouges, ce sont les 2 premiers crus rouges de Rully. Et comme je vous disais, les 6 premiers crus blancs de Rully sont situés du sud au nord de l'appellation. Margotet, Grésiny, Montpalais, Les Clous, Raclos et Raborcé. Et si je dois décrire avec un mot ou une phrase chacun des premiers crus blancs, c'est important de le faire puisque en 2021, par exemple, quand on a gelé à 80%, j'ai fait une cuvée ronde et j'ai décrit le Rully premier cru issu de ces 6 premiers crus, issu de l'assemblage de ces 6 premiers crus, avec un mot pour chacun des premiers crus. Vous avez la minéralité de Rully premier cru Margotet, donc situé plein sud. C'est une zone qui est très calcaire, très venteuse, très froide, beaucoup plus froide que le nord de l'appellation. Vous avez pratiquement 8 degrés de différence entre les Margotet et Raborcé en plein été. Donc ça fait une vraie différence, vous voyez. Donc là, c'est une zone très minérale, très calcaire, qui donne un vin très droit, très ciselé, avec cette idée presque, on a l'impression de sucer un caillou de calcaire enrobé de fruits. Vous voyez, c'est un bonbon très particulier, c'est un bonbon bourguignon comme ça. Vous avez Rully premier cru Grésiny qui est juste à 50 mètres à côté. Rully premier cru Grésiny, c'est une très vieille vigne qui a 80 ans, qu'on a récupérée en 2011 et qui était très fatiguée, qui était totalement à l'abandon, qu'on a remis en état, des très vieilles vignes, et ça donne un vin avec une élégance assez incroyable, une finesse dans l'expression du chardonnay qui se nourrit de son terroir, puisque la vigne ayant plus de 80 ans est vraiment mise au service de son terroir. Vous avez Rully premier cru Montpalais, qui est une vigne qui a à peu près entre 12 et 15 ans, qui, je ne sais pas pourquoi, l'ancien propriétaire y a planté 12% de chardonnay muscaté, qui est une variété qui est très utilisée à Montagny notamment, et qui marque le vin d'une empreinte un peu tropicale. Ça donne des goûts un peu particuliers. Vous remontez un petit peu au nord, et là vous arrivez sur la partie un peu plus chaleureuse, où la météo a un vrai impact, beaucoup plus que le sud, qui est une zone un peu plus fraîche. Rully premier cru Les Clous, là vous êtes dans la brillance, vous êtes dans l'élégance pure du chardonnay à Rully, à côté duquel vous avez Rully premier cru Raclos, qui est une jeune vigne, et qui s'exprime plutôt par la jeunesse de son cépage, hein, beaucoup de fougue aromatique dans le vin. Et puis enfin, Rully premier cru plein nord, qui s'appelle Raborcé, très bel endroit, très très vieille zone, où c'est comme un cirque romain, où on a retrouvé des artefacts qui datent du 2e et 3e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est un très très vieil endroit, un très joli endroit. C'est un endroit presque préhistorique avant d'être historique, vous voyez. Et je trouve que ça se goûte dans le vin. Et là, il fait très chaud dans cette zone. Et donc, on a des raisins qui mûrissent plutôt bien et qui donnent au vin un aromatique, un profil aromatique qui souvent est comparé à des blancs d'un Côte de Beaune, du côté de Chassagne ou même Meursault. Et ça, c'est les 6 premiers crus blancs de Rully, qui sont également complétés par 2 premiers crus rouges. L'un provient de Rully premier cru rouge Les Clous, donc qui est juste à côté du blanc. Rully premier cru rouge Les Clous, vraiment, avec le millésime 2022 notamment, on a le sentiment que dans 50 ou 100 ans, si on demande la notion de grand cru en côte chalonnaise, on pourrait l'obtenir. Ce vin-là a tous les éléments pour pouvoir prétendre à la notion de grand cru dans quelques années. La seule chose qui lui manque, c'est la grande histoire. Vous savez, quand on goûte un grand cru, on ne goûte pas le vin à proprement parler, on goûte d'abord l'histoire. On goûte d'abord la parcelle de vigne et l'histoire de la parcelle de vigne avant de goûter la qualité du fruit à proprement parler dans un vin issu d'un grand cru. Et puis Rully premier cru Les Chanclous, qui est à côté de la parcelle qui est à côté du domaine, eh bien Les Chanclous, c'est une zone un peu particulière où c'est du pinot noir qui est planté là, alors que le sol, selon les études pédologiques et géologiques,
démontrent que ce serait plus favorable au chardonnay. Mais le domaine fait quand même 30 hectares. Sur les 30 hectares, on a 75% de blanc et le reste en pinot noir. Et donc l'idée, à travers les champs clous et à travers le pinot noir, c'est d'essayer d'exprimer le caractère du chardonnay. Voilà. Et donc c'est 20% de vendange entière dans ce pinot noir-là. Et c'est travaillé de sorte, moi j'espère, qu'on a au nez, on reconnaît le pinot noir et en bouche, on a le sentiment d'une certaine fraîcheur aromatique qui pourrait faire penser à du chardonnay. Voilà, c'est un peu l'idée. Et puis les autres vins, donc Saint-Aubin premier cru des Perrières, au lieu-dit, c'est au milieu des Frionnes évidemment. Là, c'est complètement différent. C'est une vigne qu'on a depuis 2014, qui appartenait à un vigneron qui produisait énormément de raisins, donc c'est un clone. Alors nous sommes arrivés en 2014, on a dit stop, on arrête de produire beaucoup de raisins, mais par contre, on va mieux produire du raisin. Et ça, la vigne a encore du mal à le comprendre. Donc on est encore en phase d'apprentissage. Donc avec Saint-Aubin et moi, on se renifle encore beaucoup. On a beaucoup de choses à apprendre l'un à l'autre. Voilà. C'est une amitié en construction. Centenay premier cru Pastan, là c'est une autre histoire. En 2011, j'ai eu l'opportunité de racheter ce petit bout de vigne parce que mon ancêtre Duvaux-Blocher était de Centenay. Et c'est lui qui, au 19e, avait créé la Romanée-Conti, deux domaines à Romanée-Conti qui étaient constitués de 133 hectares de vignes. Romanée-Conti, Richebourg, tout était vinifié à Centenay. Et dedans, il y avait des premiers crus aussi. Il n'y avait que des grands crus et des premiers crus. Il n'y avait pas de village, il n'y avait pas de régional. C'était 133 hectares de vignes en grands crus et en premiers crus. Ce qui est rare, vous voyez. Et dans les premiers crus, il y avait du Centenay premier cru Pastan, puisque les vins étaient vinifiés au château Pastan. Et donc, il faut bien imaginer qu'à cette époque-là, les raisins de la Romanée-Conti étaient transportés par carriole jusqu'à Centenay. Et donc, les gars s'arrêtaient au calvaire de Pommard pour casser la croûte, et puis ensuite repartir pour aller à Centenay. Donc, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, évidemment. C'était pas vinifié à la Romanée-Conti. Donc, c'est intéressant, vous voyez, vraiment intéressant. Et puis, il y avait du Centenay Pastan vinifié par mon ancêtre, Duvaux-Blocher. Et donc, l'idée, c'était de réouvrir la parenthèse familiale pour de nouveau faire un peu pour que la famille, et moi en particulier, nous puissions faire un petit peu de Centenay premier cru Pastan. Et j'en suis très content. Voilà, c'est vraiment un vin que je trouve passionnant à faire, vraiment, vraiment intéressant. Et bien là, on a le Bouzeron, donc comme je vous parlais tout à l'heure, c'est 17 parcelles à ligoter, situées surtout sur des hauts de coteaux, sur des sols plutôt marno-calcaires, pauvres, peu profonds, et qui ont cette capacité de faire parler la maturité du fruit d'un côté et la minéralité du terroir de l'autre. Et avec le réchauffement, ou en tout cas avec le changement climatique aujourd'hui, on voit que la ligotée, avec son fondement acide, donne au vin une fraîcheur aromatique qui est très recherchée. La ligotée a retrouvé ses lettres de noblesse qu'il avait avant le phylloxéra. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et Bouzeron, la seule appellation village issue de ce cépage, aujourd'hui c'est une appellation qui a vraiment le vent en poupe. Et à mi-coteau, juste en dessous de la ligotée, sur des sols un peu plus argilo-calcaires, un peu plus classiques, nous y avions, les anciens y avaient planté, et nous on continue, le chardonnay et le pinot noir. Le chardonnay nous sert à produire le bourgogne cochonnaise blanc, les clous aimés, alors que le pinot noir nous sert à produire 3 bourgognes cochonnaises rouges. L'un s'appelle la Fortune, l'autre s'appelle la Digoine, et le troisième s'appelle les clous. Les clous étant une petite particularité, puisque c'est une exclusivité, c'est un vin qui connaît une exclusivité pour le marché américain. En fait. Donc c'est un joli domaine et dont les vins sont vinifiés sur 2 endroits différents. L'un à Bouzeron, pour toute la partie historique, Bouzeron, Bourgogne cochonnaise blanc, Bourgogne cochonnaise rouge, Mercurey et Centenay, et à Rully, où on vinifie tous les Rully premiers crus blancs, rouges et le Saint-Aubin. Pour le béton qui a servi à construire la nouvelle cave, j'ai pu utiliser l'eau de Bouzeron, de la fontaine de Bouzeron, j'ai utilisé le sable de la rivière de la Saône, qui passe pas très loin, et j'ai pu également travailler avec cette idée de informer le béton. C'est-à-dire que dans le sable et dans l'eau pour fabriquer ce béton, j'ai mis du vin et de la lie de vin pour que ce béton sache qu'il allait être utilisé pour construire une cave. Donc c'est du béton informé. Voilà. Ce que je vais faire également avec une cuve en béton là, que je vais faire construire en Italie. Je dois partir fin avril en Italie avec 400 litres d'eau de Bouzeron, avec ma femme également qui est céramiste, qui est artiste. Et on va aller en Italie pour que j'amène l'eau, que je dynamise l'eau en Italie. Cette eau de Bouzeron qui sera dynamisée va servir à fabriquer le béton d'une cuve en béton pour le rouge,
pour le Rully Premier Cru Rouge, les Chanclous. Et ma femme va dessiner dessus des symboles, des clés d'éternité égyptiennes notamment. Ça sera intéressant. Vous savez, avec le rond et la croix juste en dessous. Voilà tout le panel et tout le portfolio du vin résumé en très très peu de temps, mais avec, j'espère, à chaque fois un petit profil qui permet de comprendre un peu l'état d'esprit du domaine. Encore une fois, tout ce qui relie ces vins, c'est le travail, la philosophie du domaine et surtout la recherche d'une vraie maturité dans le fruit et la recherche de l'eau du terroir qui est pour moi le plus important, surtout avec le réchauffement climatique aujourd'hui, où on voit que pour maîtriser le feu de l'alcool, rien ne vaut la recherche de l'eau du terroir. L'énergie minérale du terroir, l'énergie astrale des planètes, l'énergie végétale du cépage et l'énergie animale de tous les animaux qui peuvent vivre, mourir ou seulement traverser le vignoble. Ces 4 énergies, reliées entre elles par l'eau, la mémoire de l'eau du terroir, donnent au vin une énergie, donnent au vin une digestibilité, une appétence qui permet eh bien de rester très frais, alors même qu'on peut avoir des degrés alcoométriques un peu élevés. Voilà. Je trouve que c'est très intéressant. Et aujourd'hui, on voit qu'avec le changement climatique et la lumière du soleil, qui est quand même très chaleureuse, eh bien cette fraîcheur liée à la mémoire de l'eau et cette fraîcheur liée à l'amertume des peaux, puisque notamment dans le chardonnay, on a des peaux qui s'épaississent pour s'adapter à la lumière du soleil et à la chaleur du soleil, permet de compenser ce manque d'acidité. Il ne faut pas oublier aussi que cette mémoire de l'eau, ou cette idée des amers de peau, il faut des raisins de très bonne qualité. Et il faut des vignes qui ont envie de vivre, il faut des vignes qui ont envie de travailler, il faut des vignes qui ont envie d'être soit prises en main, soit prises par la main. Voyez. Et c'est là où la culture biologique, au domaine, on est en bio depuis 1979, et la biodynamie depuis 25 ans, depuis que je suis arrivé, je trouve, pour l'une la culture et pour l'autre les méthodes, amène au vin cette brillance, amène au vin cette direction en fait. On donne au vin une direction. Et cette direction, c'est d'être aromatique au départ, d'être accessible au départ, tout en étant à côté inscrit dans le temps. C'est l'idée, et ça rejoint mon idée première dans ma destinée d'être astronaute, de vouloir avoir la tête dans les étoiles. Et je ne peux pas, j'ai pas la tête dans les étoiles, mais j'ai les pieds dans le terroir. Voyez. Et ben, malgré tout, quand on arrive à travailler par le biais de la culture biologique, les méthodes biodynamiques, eh bien, on arrive à combiner l'eau du terroir et les aromatiques du cépage. Eh bien, vous arrivez malgré tout à accéder à une autre dimension de la définition du terroir. L'eau du vin, quand la définition du terroir est céleste, cette eau du vin-là parle à l'eau du cœur humain. Et donc on n'est plus dans le sens, on n'est plus dans le charnel, on est dans l'âme, là, on est dans l'âme. Et c'est là où, je vous parlais de la phrase tout à l'heure, bâtis bien celui qui est bâti au-dessus des étoiles. Et ben c'est ça mon job, c'est d'aller chercher cette définition céleste du terroir, ce qui me permet de retrouver le désir de mon premier métier, c'était d'être astronaute et la tête dans les étoiles. Alors c'est pas la tête dans les étoiles, c'est les pieds dans le terroir, mais par contre les vins dans les étoiles. Bâtis bien celui qui bâtit au-dessus des étoiles. Voilà, c'est l'idée de proposer une définition du terroir qui est au milieu des étoiles. Et c'est toujours plus intéressant.